moins misogyne que vous l'étiez auparavant. J'ai jamais été misogyne. Cynique, pas très tendre. Très tendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'avec ma gueule je sois tendre? On dit rien. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient là? Je peux pas être tendre, je suis dure, j'ai une gueule dure. Je peux pas être tendre, je suis tendre en privé, pas devant les gens. Derrière mes chansons, il y a moi. Mes chansons, c'est mon métier. C'est mon uniforme. Mais dans le civil, Je suis moi-même, je suis autre chose. Autre chose d'un peu plus facile. Puis c'est même curieux que dans une époque aussi tourmentée, on vous reproche le cynisme. On m'accuse de cynisme sans comprendre ma vie sentimentale. Oui, ma vie d'homme. je suis pas un cynique. Non, je suis un romantique. Je l'ai toujours été. Tout jeune, déjà, j'étais timide et romantique. Je ne suis devenu cynique qu'au contact de mes prochains qui m'agressaient sur ma franchise et sur ma laideur. Oui, parce que tous ces faux derches là. Un gentil garçon. Gentil fille qui est dans ce métier. Qu'est-ce qu'il y a comme faux cul? C'est encore moi qui devrais avoir l'auréole. On dit je suis laid. Bon, d'accord. Oui, je sais. Moi je m'en fous. Moi, J'ai écrit quelque part. Quand on me dit que je suis moche, je me marre doucement pour pas te réveiller. C'est en pensant à Jane que j'ai écrit ça. Oui, j'ai eu de très belles femmes dans ma vie. Et j'ai la plus belle actuellement. Alors, ma laideur, ce que ça dérange, peu m'importe. Puis pourquoi dire faut être ceci, faut être souriant, faut pas être dur, faut être gentil. Qu'est-ce que c'est que cette notion de rose et gris? On Faut peut... être noir, bon Dieu. Mais oui, il y a au cinéma des gens très durs et formidables comme Jack Palance. On adore ces gars-là. Alors, au musical, ça marche pas. On se dit oh putain ce qu'il est sinistre ce gars. Oui, il est dur, il est méchant. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas voir la vie comme ça, enfin tout ça. Pas c'est toi. toujours. Rose, ciel bleu. On n'est pas. On vit pas en Méditerranée, nous. Attends. Tu fais Gainsbourg là? Oui? Pourquoi? Je le fais pas bien? Bonsoir, Jane Birkin. Bonsoir. Alors, je vous présente les Serges. Bonsoir. Merci de nous Bonsoir. rejoindre sur ce studio, au studio Marigny, sur la scène du studio Marigny pour Quelle Comédie. Voici donc les Serges. C'est ainsi qu'on les appelle, en tout cas dans les couloirs de la Comédie Française, puisque vous êtes tous membres de la troupe. Je sais pas, je vous laisse vous présenter, c'est mieux. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Stéphane Varupen. Sébastien Poudrou. Eh bien, Johan Gaziorowski. Eh bien, Noam Morgenstern. Je suis Benjamin Laverne. Et Rebecca Marder. Voilà, donc vous êtes en pleine répétition pour la reprise du spectacle Les Serges Gainsbourg Point Barre que vous avez créé, Stéphane Varupen et Sébastien Poudrou, en mai 2019, à une autre époque, Ouais. Oui. dans un autre monde, On s'en souvient plus. et que vous avez vu et que vous avez aimé, je crois, Jane Birkin. Ah oui, je suis une fan de ce spectacle. Je redoutais un peu parce que j'ai vu le décor. Je me suis dit, mon Dieu, rue de Verneuil, quelqu'un va se ramener avec un clope et puis imiter Serge. Et j'étais sidérée par la délicatesse, par la candeur, par leur jeunesse et leur façon de pouvoir l'évoquer d'une manière tellement précise que ça vous crève le cœur. Quand je suis sortie de là, j'avais une telle nostalgie de Serge, une telle émotion de manque finalement, grâce à eux, parce qu'ils ont pu décrire ce personnage si touchant, enfin tout ce que eux ils ont fait pendant le show, donc vous comprendrez encore mieux. Mais j'avais dit à Charlotte, il faut absolument que tu ailles. Et elle est allée aussi pour les voir et elle était bouleversée. Je pense même qu'elle n'a même pas pu vraiment parler beaucoup, tellement elle était elle aussi bouleversée. C'est rare parce que franchement j'ai évité le film sur Serge. Je ne suis pas masochiste, je ne vais pas voir des imitations et là, mais je trouve que ça le dépicte si bien. C'est une merveille. C'est une merveille où tu as envie de dire aux gens, si vous n'avez pas eu la chance de l'avoir connu, vas-y parce que vous comprendrez le charme. Alors, qu'est-ce C'est qui ça, fait que c'est vous le êtes charme. allés Là, voir cette pièce. Merci beaucoup. Oui, d'abord. Merci. Pourquoi C'est adorable. Je ne sais pas pourquoi on me l'a proposé de Vous jeter. auriez pu avoir la même réticence que par rapport au film. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je suis venue, je ne sais pas. Peut-être parce que c'était 4 acteurs, dont et une fille. Le tout me semblait tellement invraisemblable que
C'est un peu invraisemblable. Non, mais ça m'intriguait. Et ça craignait pas. Quelque part, je savais que ça craindrait pas. Je sais pas pourquoi on a cette notion-là. Peut-être que quelqu'un m'a fait un tip-off. C'est possible, hein, que j'ai pas trouvé ça tout seul. C'est probable. Mais après ça, je ne pouvais plus me taire pour dire à quel point il fallait foncer les voir. Donc, quand ils avaient arrêté, j'ai su que peut-être ils allaient reprendre en automne. Et nous voilà. Nous y voici. C'est vrai que c'est bizarre, votre histoire. Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'en écoutant Jane, nous, enfin, je me souviens de l'appréhension qu'on avait quand même. Le jour où vous êtes venu, oui, on savait qu'on était là. Enfin, ça fait un effet de miroir quand même très troublant. On a l'impression de. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même le décor de chez vous. Notre décor, c'est chez vous. Il n'y a aucune pièce au monde qu'on joue dans ces conditions-là. Enfin, une sensation que vous limitez aussi à un moment donné. Oui, en plus, je limite. Voilà, c'est très particulier. Non, mais il y a un effet de miroir très, très particulier. Donc, voilà, s'il y a c'est pas du tout pour vous relancer les fleurs que vous venez de nous lancer, mais s'il y a un public à qui on a envie non pas de plaire, mais dont on a envie qu'ils se retrouvent dans le spectacle, c'est vraiment les gens qui ont été les intimes de Serge, quoi. Donc pour nous, c'était vraiment pas une consécration, mais une vraie valorisation de notre travail, quoi, de voir la réaction que vous aviez en sortant du spectacle, quoi. Mais en même temps, il n'y a pas énormément d'intimes. Vous n'allez pas creuser. Ce sont des choses sensibles et on voit toute la sensibilité du personnage, on voit sa timidité, toute l'auto-ironie, etc. Mais quand vous chantez La Noyée, à un moment donné, on voit l'amoureux est conduit, la tristesse, mais il n'y a pas de choses personnelles. On ne va pas dans la biographie creuser. C'est vraiment... non, il n'y a pas d'intime au sens tabloïd dans le spectacle, mais il y a de l'intime au sens... quelles étaient ces problématiques aussi de créateur, quoi, qu'est-ce qu'il traversait, dans quoi il était pris aussi, son rapport au succès. Tout ça, c'est quand même de l'ordre de... Enfin, on voulait faire un portrait quand même assez intérieur de Gainsbourg, quoi. Du créateur, mais aussi de l'homme, sans rentrer dans les anecdotes. Et donc, c'est quand même un spectacle intime, étrangement. C'est un spectacle intime, mais qui ne va pas gratter. Mais qui montre plutôt l'universalité de la sensibilité des artistes en général aussi. Et c'est vrai que, par exemple, moi je me souviens quand on avait travaillé sur Sébastien, j'étais à un moment de ma vie où quand j'écoutais les interviews, moi aussi j'étais bouleversé par sa parole, parce que je me dis, oh, vraiment, oui, ça me touche, c'est ce que tout le monde peut ressentir, quoi. Il y a vraiment... Et c'est en ça quand on est un artiste. Non, mais même non, je pense que même dans la vie, enfin, c'est vrai que c'est beaucoup sur l'artiste, sur le. Non, mais même par rapport ce dont on parle là dans cette espèce de petit texte là, qui est le texte final qu'on vient de faire au début, il y a tout ce rapport à la franchise, à l'honnêteté. Tout ça, c'est quand même, enfin, même Gainsbourg, il y a des gens qui l'aiment ou qui le détestent et tout ça, mais il y a quand même un rapport à la franchise et à l'honnêteté. Qui est troublant, quoi, et qui fait envie pas seulement aux artistes, mais qui fait envie à tout le monde. Et peut-être encore plus dans l'époque d'aujourd'hui où on se sent, enfin je sais pas, voilà pour vous, mais on se sent très cadenassé, très sous l'emprise du qu'en dira-t-on, de comment on doit se positionner, et d'être face à quelqu'un comme ça qui a l'air d'être aussi libre et aussi assuré dans la parole qu'il se sent devoir dire de lui-même, c'est tellement inspirant, quoi. Je pense que c'est inspirant pour les artistes, mais aussi pour tout le monde, quoi. Ouais. Je veux dire, il y a plusieurs passages dans le spectacle où les choix des textes qui ont été faits par Sébastien et Stéphane, où on voit comment Serge Gainsbourg il cherche à perdre son interlocuteur ou son journaliste, et ça, je trouve que c'est plutôt intelligent. On voit justement, pour rebondir sur ce que tu as dit, sur quelqu'un qui essaie de s'en sortir, sur le nombre de portes de sortie qu'il voit dans une interview, et ça, c'est assez incroyable dans les choix vous avez fait. Je trouve qu'on s'est, à la première, on s'est tous offert des objets ou des choses qui avaient un rapport avec Gainsbourg, et notamment il y avait des magazines, donc on feuilletait des magazines d'époque, donc on feuilletait des articles, on se disait là c'est génial parce qu'on voit comment il circule, comment il essaye de perdre et en même temps il donne un peu et pas trop, et je trouve qu'il y a ça vachement dans parce que tu parlais d'universalité, et c'est vrai que ça comment on échappe, comment on s'en sort, comment on se sauve, comment on donne un peu parce qu'il faut donner sans que ça nous fasse trop mal, parce qu'il faut qu'on nous laisse tranquille. Enfin, je pense que ça doit vous parler, ça, cette chose-là.
vous qui êtes une personnalité en plus. Mais on est content de retrouver cette fraîcheur, en fait. Un peu la reconnaissance qu'on avait eue pour Depardieu quand il faisait le show pour Barbara, où il a eu la délicatesse entre les chansons, où il était d'une féminité merveilleuse. Mais entre les chansons, il s'est pas ramené à lui. Il a donné des morceaux d'interview d'elle qui fait qu'en sortant de là, on l'aimait. Alors que personnellement, en rentrant pour voir sur Barbara, ce n'est pas quelqu'un que je connaissais du tout. Je suis allée par curiosité pour Depardieu et je suis sortie avec Barbara. Et je me suis dit que c'était vraiment une générosité et une délicatesse. Et cette fraîcheur, j'ai trouvé la même chose avec vous, pour Serge. En sortant de là, on l'aimait. C'est vraiment d'une originalité dingue ce que vous avez fait. Ils sont passés à côté de la caricature, de l'imitation, du trésor national. Oui, mais je mais pense on que est c'est- quand même c'est- dangereux, c'est- tous, surtout avec ce décor. Mais c'est ce qui Vous était jouez vraiment, autour. oui, c'était vraiment intéressant de la part de Stéphane et Sébastien de nous amener à cet endroit-là d'évocation, de éventuellement lancer quelques signes sans rentrer dans l'imitation qui aurait complètement appauvri tout ce que les gens auraient pu capter. Si on imitait, d'emblée on fermait le sens peut-être. Or là, il y a des choses qui apparaissent dans les choix d'interviews qui ont été faits. Sur le paradoxe notamment, il y a quelque chose de très subtil et très fin qui apparaît dans le spectacle. C'est cette science du paradoxe que Serge semble avoir. Il y a un moment, il y a une interview que Benjamin et Noam prennent en charge où on dit Benjamin dit, Serge dit, je tiens pas à ce qu'on m'attrape. Et Serge Je dis, lui bah, répond, tu vas pas très vite quand même. tu vas pas très vite quand même. Ouais. J'ai l'impression que c'est précisément cet endroit-là, cette ligne de crête C'est deux là. Serge qui se répondent. C'est ou deux Serge qui se Mm. répondent. Enfin, c'est un intervieweur et un Serge. Non, mais c'est un intervieweur. C'est et Georges un- C'est Glaser. C'est Georges Lautner. en vérité, c'est non, Lautner. c'est Lautner. C'est Lautner. Mais je crois que c'est cette ligne de crête là qui est intéressante. C'est les deux versants. D'un seul coup, on a accès aux deux versants. Je tiens pas à ce qu'on m'attrape. Oui, mais tu ne vas pas très vite. Le spectacle, dit je oui, pense très qu'il juste. il se place. Il rigole, il dit oui, très juste. Mais j'ai l'impression que le spectacle est une longue déclinaison de cette chose-là qui est très ténue. Donc, évidemment que si on tombe dans l'imitation, on ne peut pas accéder à cette chose fine. Et moi, c'est ce qui m'est apparu Votre de plus fort garde-fou, dans le c'était quoi spectacle. juste parce que j'imagine qu'il y a des moments Bah, plouf. En fait, le garde-fou, il est dans le Vous tous. il est dans le principe même du spectacle. C'est-à-dire que le garde-fou, il est de ne pas confier le rôle de Serge à un seul acteur. S'il avait été confié à un seul acteur, on aurait été foutu. Parce que, par exemple, pour le spectacle sur Bob Dylan, il y a un décalage immédiat. C'est un spectacle, je rappelle, que vous avez mis en scène, Ouais, avant- adapté avec Marie Raymond et qui s'appelle Comme une pierre. Oui. Et c'est aussi un spectacle musical. Oui, c'était aussi un spectacle musical, mais c'était un spectacle sur un chanteur américain, folk singer, donc il y avait aussi un décalage du fait qu'on est français et tout ça. Là, Gainsbourg, c'est une figure tellement iconique en France, tellement importante que si on l'avait donné à un seul acteur, il y aurait eu quelque chose, une tentative de composition ou quelque chose où on aurait voulu le cerner dans ses tics, dans ses habitudes et tout ça. Là, c'est un portrait à 6, donc c'est plus... Chacun prend en charge une part Ouais. de sa personnalité ou un moment, une séquence. Comment ça Parce que s'est... c'est comme, en général, quand on nous demande alors c'est quoi ce spectacle, on dit bah alors c'est un patchwork, non c'est pas très beau, c'est une évocation. Ouais, un portrait chinois. Enfin, on dit tous des trucs différents, C'est mais quoi un portrait c'est un peu chinois, convoquer en fait son esprit. On sait C'est pas. un- Benjamin, c'est la lampe de Serge. Moi, je suis les chaussettes. Le portrait de puis, Chopin, toi, tu Non, mais par exemple, dans les costumes, on a tous une idée d'une période. Oui, alors Noam, c'est Gainsbourg. Ah oui. Jean. Tout le monde Pardon, lui dit, oui, ouais. parce qu'il est Noam, dans il le pouvait film. faire que ça, de toute façon. Oui, c'est bizarre parce que là, vous C'est le étiez seul à tous qui on a, d'accord il sur, pouvait oui. assumer la chemise en jeans. Bon, alors, et il y tu avait vas pas- faire le La déglingué. chemise en jean, c'est l'époque Gainsbourg. Pourquoi Noam fume beaucoup? Bon, bah, ce sera Noam. Non, je fume pas, mais c'est vrai que depuis qu'on l'a joué beaucoup de fois, maintenant je fume pas mal. Ouais, c'est vrai. Là, je me suis mis à la clope, c'est Il y a un plutôt petit pas mal. transfert. Oui. On a tous les répétos. Pardon, Ouais, je on t'ai a coupé. tous- mais- Si, t'as raison, on a tous des répétos. Mais Même en fait, Rebecca. c'est moins séquencé que des parties de sa vie. C'est plus surtout ce que nous, on y met et comment ça vibre chacun de nous. Mais c'est moins compartimenté, c'est moins clair. C'est pas
tel acteur est responsable de telle époque. C'est d'ailleurs là où c'est malin, c'est que c'est plus dilué. Je trouve Même qu'il y a sur des bons l'évocation en moments. général, plus on est proche de soi, plus on voit c'est aussi les pièges à éviter. Parfois on a, enfin peut-être moi plus que certains d'autres, l'envie justement de s'y frotter à comment il parlait, comme une espèce de juste aussi de désir de jeu. Voilà, et en fait je pense que c'est des pièges il ne faut surtout pas tomber, puisqu'on est beaucoup plus fidèle en étant soi-même, parce que voilà, ça résonne notre part, nous, d'une humanité, de tout ça. Voilà. C'est malin et intelligent, voilà, c'est malin et intelligent. Et comment tu as eu l'idée d'elle? Nous, ça s'est imposé de manière Ça, complètement c'est une évidente. idée gonflée géniale. Non, mais de toute façon, on l'avait entendu chanter, elle a une voix extraordinaire, Oui. donc Je posais pas de problème. elle chante. Pour être la seule fille avec que des mecs. Non, mais elle a une voix extraordinaire. Aucun d'entre nous Totalement. n'a une voix aussi magnifique. Donc, je sais pas, ça s'est plus présenté comme une espèce de valeur ajoutée au spectacle que comme. Et après, en répétition, justement, il y a des moments au tout début, vraiment, où... Au début, Sébastien, il voulait que je sois en robe. Après, il a dit, mais non, pas du tout, ça va pas être possible que tu sois une figure féminine ou toutes les figures féminines. Après, il y avait des scènes où on se disait, ah, peut-être que Rebecca, tu pourrais sortir derrière Johan comme si tu voulais le rattraper en coulisses. Mais on se dit, bah non, tout de suite, ça fait la groupie qui court en coulisses, ça insinue qu'il y a une histoire, alors qu'on est tous des Serge et que moi aussi, j'étais devenue un Serge au bout de Serge 3-4 érotomane. répétitions. Non, mais il y a comment on s'est tout de suite dit, enfin, je crois qu'au 3e jour, on s'est dit qu'il fallait qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre aucun des Serges, puisque entre aucun des Serges, il y aurait de rapport de séduction. Donc j'étais aussi un homme, et donc pourquoi je serais dans des positions de... Voilà. Ça aurait été complètement antinomique avec le projet Oui. que Rebecca soit l'espèce de figure iconique de Ou la femme, comme intervieweuse. ou qu'elle vous joue, ou que c'était pas du tout ça le propos. Le Du propos. coup, je suis devenue un Serge vite. Oui. Enfin, Un dès le- Serge. Non mais Ça a vite été Mais c'est adopté. vrai. adopté. C'est vrai que tu as parce essayé de faire Jane et on Non, a dit non, non, mais, elle va faire un homme. De toute façon, on avait une brochure et Sébastien et Stéphane avaient vraiment fait un montage assez extra des interviews, des passages, enfin voilà, tout ce qui était parlé, puis des chansons. Et dès la brochure, j'étais un Serge aussi, Serge Marder. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 Ah jours, ouais, on s'est elle a dit un nom qu'en de plus, famille. il n'y aurait vraiment aucune... Mais en plus, Non, moi, puis- pardon, excuse-moi. Non, je voulais juste dire qu'on s'était rendu compte à quel point, quand par exemple Rebecca prenait en charge des textes comme Love on the Beat, qui était chanté par Serge, que ce soit une femme ou un homme, on s'est rendu compte un peu de la chose hybride, dégenrée. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Il y a cette chose-là qui apparaît aussi dans la force des textes. Par le simple fait qu'elle le chante, elle. Oui, ça peut être pris en charge à la fois par un homme ou par une femme, et le texte n'en perd pas sa saveur et son sens, ou au contraire, les sens s'ouvrent d'un seul coup. Et là, c'est assez puissant, comme c'est la force de la poésie d'un seul coup. C'est une langue tellement... Enfin, ovni, quoi, que je pense que ça... Alors justement, Ça, la chanter, cette langue, vous l'avez tous chantée. C'est une langue spécifique, c'est une musique spécifique. Vous qui avez fait Dylan aussi, c'est incomparable. Déjà, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus difficile à jouer, puisque vous êtes acteur, chanteur, musicien, tous autant que vous êtes ici? Moi, c'est vraiment très lié à la musique. C'est vraiment la langue fait partie de la rythmique, tout ça. Donc en fait, c'est assez facile parce que tout a été pensé. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, on doit pas s'adapter à quelque chose. Tout a été, j'ai l'impression, pensé dès le début. Donc non, c'est assez facile, je trouve, en tout cas, pour groover avec la langue. Après, l'interprétation, c'est autre chose, mais en tout cas, pour groover avec la langue, je trouve que c'est assez facile. Jane, vous groovez facilement avec le Gainsbourg. Non, pour moi, c'est une grande complication d'apprendre. D'apprendre Pas- les textes. Ah oui, parfois je ne savais même pas ce que ça voulait dire complètement. Il est arrivé pour les dernières, hein, parce que les autres, bien sûr, j'étais avec lui, mais à partir de Babylone in Babylone, il est arrivé au studio le matin, enfin le matin, non, en midi, et puis il balançait deux papiers, et son écriture était très compliquée à déchiffrer, même si on le connaissait très très bien. Donc
le Richomme faisait tout en block capitals, en lettres majuscules, sur quoi moi j'essaie de le placer sur la musique avec Philippe le Richomme. Et parfois on inventait d'autres mots parce que c'était tellement ramassé. Il y a tellement de virgules dans l'air. Il y a tellement... un des pires, c'était d'apprendre très tardivement Pulmarine d'Adjani, parce que c'est dément ce qu'il a pu mettre des virgules dans l'air, qui ramassait, qui jetait sur une autre ligne. Un peu comme Cole Porter, some get some kicks from champagne flying too high with some guy in the sky is my eye, dear have nothing to do. Et il découpait les mots en deux, balançait sur une autre ligne, utilisait les anglicismes. Mais c'était surtout le ramassage pour les notes. Vous n'avez pas la même expérience. Hein. Et si tu te trompes sur un mot, tu te payes l'escalier. Parce que c'est tellement finement joué. Enfin, c'est tellement impeccable comme écriture que tu es saisi d'effroi, tu ne peux pas mettre un mot à la place d'un autre. C'est construit d'une manière tellement délicate. Enfin, il n'y a jamais de répétition. À part, je suis venue te dire que je m'en vais, mais à part ça, il n'y a pas de répétition. Ils sont voulés de pas trouver des choses. Il a dit oui, mais ça c'est une rime riche. Donc il était inspiré par le mot. Donc Mais c'est vrai que pour nous c'est plus facile parce qu'on a des versions de référence. Jane était à la création de tout ça, donc c'est pour ça que c'est en ça que c'est plus dur pour nous en fait. C'est que éventuellement la réinterprétation ou des réarrangements, mais on a des modèles et c'est toujours plus simple quand on. Et même, je me souviens d'une interview, il parle de l'enregistrement de Ex-Fan des 60s. Ex-Fan des 60s. Et je n'arrivais pas. Mais oui, mais franchement, je comprends. Parce que quand on connaît la chanson et tout ça, on comprend que c'est un contretemps. Mais on a envie, c'est bon, Ex-Fan des 60s, on arrive sur le contretemps. Mais quand on ne la connaît pas, la chanson, franchement... Et il est dur, on voit qu'il est dur. Règles avec des... Je ne comprenais pas en plus, comme il était musicien. Et je n'arrivais pas, et c'est Philippe qui a dit, je pense qu'elle fait fixette. Donc on est parti de le studio de Marble Arch, on a passé l'été à Cressefeuille dans ma petite maison, et entre-temps, T-Rex et Elvis sont morts. Donc il a pu ajouter à la fin, parce que sinon c'était, et le pauvre Janis Joplin, et il a pu mettre... Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Et il n'y avait plus de fixette, c'est vrai, sur le retour. Mais il ne comprenait pas pourquoi j'avais une telle difficulté alors que j'étais capable de faire des choses qui, d'après lui, étaient plutôt compliquées à faire. Très, très haute perchée, une voix de garçon de chorale. Donc, il ne comprenait pas comment je pourrais être aussi bête. Ça le rendait dingue quand même. Alors qu'il fallait attendre qu'il y ait juste 2 artistes qui soient morts. Voilà, c'est ça. Dans votre choix des chansons, il y a eu beaucoup d'arrangements et sublimes. D'ailleurs, Black Trombone, c'est magnifique. C'est Martin Leterme, Vincent Leterme et Guillaume Bachelet qui nous ont aidés à faire tous ces arrangements. Très beau, ouais. Comment ça s'est arbitré? Parce que il y a finalement assez peu de chansons tardives. Il y a beaucoup de chansons du début. C'est un peu jazz. Pourquoi aller dans cette direction-là? C'est plus tendre. En fait, il y a quand même des chansons tardives. Enfin, il y en a quand même. Il y a Love and the Beat, il y a Légionnaire. En fait, l'idée, c'est simple. C'était de couvrir au maximum toute la période de Serge, donc du Poinçonneur des Lilas, voilà, en passant par le reggae, toute sa période reggae. Mais on voulait pas que... Par exemple, on voulait faire un reggae sur Je suis venu te dire que je m'en vais pour mélanger les styles, pour qu'on retrouve certains styles, mais mis sur d'autres chansons, et pour qu'en gros les gens aient conscience de l'étendue du génie, en fait, de l'éclectisme incroyable de Serge, quoi. C'est un peu comme ça que ça s'est fait, quoi. Et il y a aussi le fait que vous parliez d'un truc un petit peu de jazz. C'est vrai qu'il y a une température, il y a un climat au spectacle de quelque chose qui est tout petit, qui prend pas beaucoup d'espace sonore. Même si Théo, notre ingénieur du son, Théo Jonval fait un travail incroyable dans toutes les salles où on joue, enfin en tout cas dans ce studio et dans le studio théâtre la Comédie Française. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que je voulais dire déjà?
Je suis Théo Jonval. Ah, je parlais de Théo. De Non, de oui, voilà. l'intimité. Non, ouais, voilà. Je voulais parler de la chose intime parce Ouais. qu'en fait, on a créé pendant 1 an, on s'est vu tous les matins une fois par semaine et on a créé dans un petit espace tout petit, très feutré. Donc la batterie au début Vous êtes vu c'était. pendant 1 an? Ouais, bah, on n'est pas. Le matin, avant les répètes. Et tout. De 9 heures à Certains d'entre 13 nous heures sommes pendant la musiciens, mais répétition. on avait besoin quand même Et de... votre administrateur général qui est là, vous avez prêté une piole? Non, il y a un Enfin, studio, il y a un studio de micro, musique. Il nous a acheté des matelas, une tente, un réchaud à gaz et des œufs, et puis on a. Non, mais voilà, tout ça pour dire que le Des petit duvets. espace du studio, l'aspect très feutré, finalement, ce qui en est sorti de ce travail-là, qui était fondamental, c'était les fondations de ce spectacle se sont faites dans un tout petit espace. Et finalement, ça a joué beaucoup sur le climat du spectacle, parce que maintenant, il y a des choses qui sont très petites, souvent acoustiques. Enfin, Et ça vous- fait partie du Quand spectacle. ça a démarré, vous aviez eu d'idées précises? C'est-à-dire que vous aviez déjà écrit? Bah, Vous avez tâtonné, construit, vous travaillez ensuite, revenu, vous êtes revenu avec des... Non, Parce que un an, c'est... quand on a commencé, en fait, on avait fait le montage avec Stéphane avant le montage parce qu'on voulait que ce soit cette espèce de portrait. On savait les morceaux qu'on voulait jouer. On savait qu'on voulait jouer surtout les morceaux les plus connus, en fait, parce qu'on voulait pas aller chercher des morceaux que les gens, Vous connaissiez pas celui-là. Ah ouais, on voulait pas faire une espèce de quiz où les. Ah, on on vous est a bien des vu, petits malins. hein. Plus que vous. Et donc voilà, mais après, Surtout on s'est dit qu'on allait faire au moins 6 mois de musique déjà pour Non, mais se il faut- jouer ensemble. Oui, en fait, Oui, parce que Jen, c'est quand même exceptionnel ce qu'ils font en tant que Stéphane, musicalement. Stéphane, c'est le au chant. plus authentique et vrai musicien de nous tous parce qu'il est tromboniste professionnel à la base, c'est vrai. Professionnel. Ouais, il a, Acteur, ouais. Non, mais c'est vrai. Mais il a un mais- diplôme, Ouais, je c'est crois. un- T'as un il est tu l'as ou tromboniste. pas ton En diplôme plus d'être acteur. Tu l'as amené Et après, Sébastien, il jouait aussi très bien, un bon guitariste, ça, mais Johan, il a fait de la... Enfin, tout le monde avait fait un peu d'instruments, mais quand même, ça nous met à un endroit qui est pas D'un du tout... confort celui- absolu quand même Bah au oui, dère, et puis non dans- Pression, ouais, de Oui, dire, une faut qu'on grosse quand même pression de jeu, conserve oui. le- Et puis, et c'est vrai que donc on s'est dit... Enfin, Stéphane et Sébastien se sont dit qu'il fallait qu'on se retrouve toute l'année pour répéter et s'entraîner. Ouais, Mais c'était- Et, c'était c'est vrai que ça a nécessaire. créé Ouais, une espèce c'était de nécessaire. tension. Carrément. non, mais je ris parce que Moi, je n'étais pas musicien. entre les moments en répétition où les morceaux deviennent aboutis et le moment où on joue devant le public, où d'un seul coup les doigts ils sont tout moites Tremblant. et où vraiment le Oui. manche de la guitare ça devient un truc complètement abstrait, Oui. une sculpture en bois, on sait pas où mettre les doigts. C'était horrible. C'est Ça On s'appelle le était En fait, tendus oui, les track, uns vers mais- les En autres. fait, on se disait c'est toujours, de il la faut musique, qu'on c'est soit pareil. beau, Oui, bien, exactement. il faut qu'on Pourquoi joue parfaitement en répétition. Parce Le track de la musique, parce c'est que pas quand pareil, on se dit je vais perdre Benjamin. mon texte, je vais perdre mon texte, Peut-être. c'est pas la mémoire, elle est inscrite quand on peut perdre son texte en scène sur la couturière et la première, mais là on était comme ça quoi. Pourvu que mes doigts s'arrêtent comme quelqu'un au piano qui mes doigts vont se planter, et hop voilà. Et aussi parce que de jouer C'est particulier. ensemble, enfin de faire groupe comme ça, on se dit que s'il y en a un qui se plante, on plante tout le monde. Donc on est vraiment tendus les uns vers les autres d'une manière unique et qui a presque pas dans le jeu d'acteur où bon, un Alexandrin on peut se rattraper tout seul ou avec son partenaire. Là il y a vraiment quelque chose de le morceau est planté de toute façon. En plus il nous est arrivé quelque chose de fou le jour de notre première, donc après avoir répété 1 an, mais vraiment 1 an. Toute la presse, premier rang, machin, tout ça. Notre clavier électrique nous a lâchés. Donc moi j'ai fait du air piano. Je faisais semblant de jouer du piano pendant 1 heure de Normal, spectacle. ça arrive toujours. Donc Ouais. c'était Au mauvais assez moment. l'horreur. Non, on a arrêté j'avais le spectacle. tellement anticipé On a même ce arrêté. stress. On était malades. Malade. Mais malades. Et c'est vrai que ce groupe des Serges, de se retrouver là tous les matins, dans ce petit endroit comme ça a créé aussi un groupe dans la troupe. Enfin, moi je vous sais appelle que les Serges. Quand je c'est- dis ça en introduction, c'est pas pour faire un Ah bon oui. mot. Quand on en a parlé, on dit faut que tu appelles les Serges, il faut voir avec les Serges. Tout le monde les appelle les Serges. Faut-il, enfin, regarde, il y a un Vous avez Serge. des sweatshirts, Il y les a un Serges. Ils ont. Mais vous avez assumé toute seule Oui. face à un micro. On est venu des vous voir. dizaines et des dizaines de spectacles devant un public, 100 personnes pour vous rattraper. Ce trac immense, vertigineux dont il parle, vous l'aviez? Vous l'avez? Oui, mais je l'ai eu. J'avais à le faire très très tard. C'était au Bataclan la première fois pour moi. J'avais déjà 40 ans. Tout le reste était de faire semblant. C'est-à-dire à la télé? Ah oui. Donc tout était playback. Et Serge, on n'apprenait pas très bien parce on se prenait pas très au sérieux comme sur le télé en tout Un peu cas. comme eux, non? Ouais. Non, mais il se prenait au sérieux sans doute comme écrivain, mais
absolument. Mais pour les télés et tout ça, on connaissait très vaguement on ne se réécoutait pas les disques. On se réécoute pas soi-même. Donc, arrivé le jour de la télé, on connaissait pas très très bien le lip sync qui était très très approximatif. Et lui, c'était facile parce qu'il tournait la tête ou une grande bouffée de fumée comme ça. Et puis après, on voit très bien que sa bouche ne fait pas comme il faut. Il dit oui, je démystifie le playback. Donc ça, c'était son. C'est une arnaque totale. Génial. Pourquoi on ne fait pas une chanson comme ça playback, quoi, où il y en a, ouais, donc, ça nous fait semblant. C'est super. Donc j'avais à chanter très très tard. Et heureusement devant lui. Pour le Bataclan, c'était pas trop tard. Alors ça, Et vous n'avez pas peur, vous n'avez pas ce trac. Mais j'avais un peur monstrueux. C'est bien connu. Je veux dire, même pour le show après la mort de Serge, le Casino de Paris, mon frère a supplié à Laurie Chom que je ne le fais pas, que c'est pas la peine, parce que déjà le tout était tellement horrible de toute façon de commencer avec l'aquaboniste a cappella. Il y avait des petits dots par terre et il fallait se diriger, s'asseoir au milieu, alors que tout le monde était en deuil de Serge et pas se planter sur l'aquaboniste, qui n'était pas ma chanson. Serge l'avait écrit à propos de Dutronc pour Françoise. Et je l'ai repris comme un petit portrait de lui. Mais, un trac, mais ça m'a poursuivi toute ma vie. Ça cache pas mal de choses de ne pas être avec les autres, de ne pas avoir de partenaire, en fait. Tu as des musiciens, et là, j'avais 60 musiciens en philharmonique. Oui, c'est ça, le concert. Donc là, le crainte était tel, parce que si tu te plantes, il y a 60 personnes qui continuent sur tout est écrit. Donc c'est les responsabilités, et aussi pour quelqu'un d'un si grand poète, une responsabilité au-delà de tout. Parce qu'il faut que c'est lui qui sort, que les gens s'en souviennent de ses textes à lui. Et oui, bien sûr, mais j'ai toujours été assez convaincue que c'était pas mal d'avoir très peur. J'avais toujours peur de prendre les choses pour pas avoir peur. Pourquoi En pensant que peur? parce que c'était une sorte de mini-punition, oui. Et même, je n'avais jamais eu le moins de satisfaction dans les saluts, parce que je me suis dit, demain, ça va être atroce. Donc, c'est comme si tu fais une répétition générale formidable, tu sais que tu vas te planter pour du vrai. Donc, je me fais tout très difficile comme partenaire, parce que tu n'es jamais heureux. Vous êtes heureux, vous, quand même? Oui, mais c'est vrai que ça, tout compte fait, la peur crée l'humilité, et je pense qu'aussi participe de la sensibilité du spectacle, parce que du coup on est tellement connecté pour se dire oh là là, il faut absolument que je... Et je pense qu'on avait moins ça éventuellement quand on faisait les cabarets où on chantait, il y avait les musiciens derrière, on se dit oh, de toute façon derrière ça assure, il y a pas de problème. Là c'est vous les musiciens. Là ouais, c'est nous, donc je pense que c'est ça la peur crée ça, je pense. Mais ça se sent que c'est terriblement travaillé, sans que ça soit travaillé. Mais tout à l'heure, quand je les ai entendus répéter les morceaux de presse de Serge, alors que comme tous les comédiens ingénieurs, j'avais l'impression qu'il inventait presque. Enfin, c'est tellement légèrement fait. Ça en fait tellement pas une histoire de ça que c'est un ravissement. Et c'est seulement quand ils ont répété ça 3 fois de suite que j'ai rendu compte qu'en fait tout est écrit. Qu'ils ont travaillé comme les démons pour les coupures de presse, pour ses répliques à lui. Que quand ils font des trous, c'est des trous exprès, que c'est pour la chose tu fais Serge, oui. Non, c'est complètement exprès. Ton trou est... c'est très subtil. C'est formidable à voir parce que je l'ai vu qu'une fois. Je vais revenir, mais je n'ai vu qu'une fois. Donc c'est vrai que j'étais sidérée par la légèreté de le tout. C'est ça qui est si fin. C'est comme un costume sur mesure quand tu peux le tenir dans ta main. Vous avez le trac là ou pas? En ce moment? Là précisément. Non, ça va. Un peu mieux, ça, un peu mieux. Non, le 15 décembre. Bon alors vous allez chanter. Ah, on aura le track le jour. Ah, vous mais oui, c'est maintenant là, je fais un lancement génial et c'est vous le captez irréprochable. pas du tout. Ouais. Ah, parfait. Il faut chanter. Bah, on va avoir le track. Enfin, vous allez chanter. Ouais. Non alors. Non, c'est pas très drôle. Vous allez chanter une chanson, une reprise. Une reprise
drôle et audacieuse, on peut la qualifier ainsi, d'une chanson célèbre à double sens, initialement chantée par France Gall, et qui s'appelle Les Sucettes. Sucette. Annie aime les sucettes. Les sucettes à Les sucettes à l'Annie d'Annie donnent à ses baisers un goût anisé lorsque le sucre d'orge parfumé à l'Annie coule dans la gorge d'Annie. Elle est au paradis, aux quelques pénis. Annie à ses sucettes à l'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Annie aime les sucettes, aime les sucettes à l'Annie. Les sucettes à l'Annie d'Annie donnent à ses baisers un goût anisé sur la langue que le petit bâton. Elle prend ses jambes à son corps et elle retourne au drugstore pour quelques pénis. Annie à ses sucettes à l'Annie, la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Annie, 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 Annie. Lorsque le sucre d'orge parfumé à l'Annie coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Bravo. On a un public. Alors c'est arrangé par Vincent Leterme, qui fait vraiment un super arrangement, qui fait souvent des compositions et des arrangements pour la Comédie Française, pour les différents spectacles. Mais alors, par quel truchement vous vous êtes retrouvé à faire un canon sur les sucettes? C'est une chanson tellement enfantine. Traître. Vous voulez faire une version Frère Jacques des sucettes? C'est vrai. France Gall avait tellement rien compris à cette chanson que quand on lui a demandé alors pourquoi vous avez arrêté de la chanter, elle a répondu parce que c'est plus de mon âge. Oui, vous avez mauvais esprit en fait, c'est ça. Elle vous plaît cette reprise? J'adore. Il y a eu beaucoup de reprises. Vous-même, vous avez fait des reprises de chansons de Serge Gainsbourg qui n'étaient pas écrites pour vous. Oui, mais pas tellement. Enfin, je suis venue te dire que je m'en vais. La chanson pour Adjani. Quand vous avez fait l'album Birkin Gainsbourg symphonique, il Oui. y a des reprises? Non. Ce ne sont pas des adaptations? Ou c'est moi qui... Les Javanaises. Ouais, il y a C'était la pas à moi, Javanaise. les Javanaises. Et est-ce qu'il y a des reprises, parce que ça a été tellement repris, réarrangé, réadapté, vous avez dû tout écouter? Est-ce qu'il y en a Non. des... Si Carle Bruni avait pris Tu t'en vas à la dérive. La Noyée Oui. Benjamin qui ouais. chante ça. Ouais. Alors, je trouve que c'est mieux que... Non, on peut couper. C'était très audacieux de sa part. Merde. Très inconnu. Ouais, Oui. c'est une très très belle chanson sur le désespoir C'est amoureux. magnifique, extraordinaire. Elle est magnifique. Moi, je me C'est souviens même que un titre. Refusé par Yves Montand. Ah oui. C'est fou, Ah oui. c'est fou d'ailleurs d'avoir refusé ça. C'était surtout l'excuse qui était maladroit. C'était quoi l'excuse? Il a dit je peux pas faire ça à Simone. Oh, Oui, c'est maladroit. Des gossips, super. Chienne crevée au bord de au l'eau. bord de- Crevé. Ah oui. J'avais vu un taratata où il y avait General Electric et Mathieu Chédid, je crois, qui avait fait une version de Nelson. Melody Nelson, et c'était plutôt réussi, je trouve. Ouais, très très fort. Alors, il y a c'est drôle, on est d'accord, c'est très très bien réalisé, mais c'est drôle. Vous amusez pas mal quand même pendant le spectacle, parce qu'il y a de l'humour, beaucoup d'humour chez Serge Gainsbourg, mais vous, entre vous, il y a
On sent que ça De la malice. potache un peu. Côté cocasse. Oui, mais en même temps, moi, c'est ce que j'allais répondre. C'est à force d'avoir été dans une piole cachée au fond de la Comédie Française Oui, pendant on un avait an. envie de rigoler un peu. Non, mais moi j'avais envie de répondre ça à votre question tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est de chanter Serge. Enfin, moi je sens tout le temps son ludisme, la joie qu'il a à s'amuser avec les mots, à faire des petits machins, même des trucs très cons. Bon, Noam voulait absolument qu'on joue la Micaouette, on ne l'a pas joué, mais je sais pas. Mais ça viendra. Une frustration. Moi, je la Il travaille lâche dans pas mon l'affaire, coin. il veut pas lâcher l'affaire. Peut-être pour la dernière, Noam. Tous ces aphorismes, c'est vrai que c'est génial. Ouais. Bah, la Méditerranée, je sais pas, à chaque fois c'est drôle, ça fait rire tout le monde en fait. Oui, oui. Mais il était un clown. Mais oui. Il était tellement drôle. Ses sœurs pleuraient de rire quand ils étaient enfants. Et plus tard, c'est juste le meilleur. Pour les blagues, il avait dans ses poches. Tu as entendu la dernière blague juive ou blague belge. Il les racontait tellement bien avec le temps qu'il fallait pour le punchline, etc. Mais et parfois, on disait, mais oui, on le connaît. Il en avait encore. Il collectionnait les blagues dans ses poches. Oui, c'était un amuseur. Et il avait amusé les enfants après la guerre. Lui et sa première femme avaient à divertir les enfants dans un internat. Après la guerre, les enfants juifs qui étaient de retour. Et il trouvait des trucs pour les amuser. Donc, il était formidable avec Charlotte et Kate de faire des choses comme s'il était prestidigitateur. Il mettait sa cigarette et puis il frottait ses mains et puis il le faisait bouger comme ça. Et en fait, il faisait comme ça. Mais il avait des blagues pour amuser les enfants pendant les dîners chiants C'était incroyable d'avoir un père si drôle qui sautait à cloche-pied sur tous les chaussures qui attendaient dans les couloirs d'hôtel chic. D'avoir ce père-là qui allait aussi sec vous engueuler à table pour mettre les mains, jamais des coudes, les mains, et d'être victorienne tout d'un coup. Donc c'était un tel mélange de tout. Et il m'avait dit que quand il a fait ses films des peplums, où il jouait toujours le traître dégueulasse, tue tous les chrétiens. Donc il paraît que les filles sortaient avec Edmund Purdom, qui était l'anglais beau gosse, mais les filles rentraient avec Serge. C'est lui-même qui l'a dit, il a raison, parce que d'être avec un garçon drôle, c'est quand même ce qu'il y a de plus extravagant au monde. C'est génial. Un homme drôle. Bah oui. Ah bah oui. Surtout quand c'est en plus un poète. En plus, quand c'est aussi... C'est ça, quand il est mort en Angleterre, il y avait quelqu'un, un columniste très très bien dans les journaux, qui avait dit, en Angleterre, nous avons un poète, et puis il dit lequel, mais est-ce que aussi il était un clown? Nous avons un clown, mais est-ce que aussi il était un musicien? On avait un musicien, mais est-ce qu'il est... Non, décidément non. Nous n'avons pas eu de Serge Gainsbourg. Et c'était Bernard Levin. Oui, c'était magnifique. Tout à l'heure, on parlait de vous juste avant l'émission et vous disiez quand même c'est fou d'être aussi célèbre dans un pays qui n'est pas mon pays de naissance et de ne pas être connu en Angleterre. Il était plus connu que vous en Angleterre? Non, on n'était pas connus ni l'un ni l'autre. On était connus pour les trucs, pour les scandales. Pour Je t'aime non plus, on était quand même le couple le plus connu du monde avec ça. Et quand c'était banni par le pape, encore plus en Amérique du Sud, enfin, ça a mis le feu. Chiquerie absolue d'avoir été banni par le pape. Serge a dit que c'était son meilleur attaché de presse, et c'est vrai. Mais en Angleterre, on était connus pour ça, ou Serge plus tard pour brûler le billet de 500. Pas pour les gens qui savent, oui. Les gens qui remplissent des théâtres quand tu chantes, oui. Mais il n'a jamais chanté en Angleterre. Donc, ils se sont réveillés très tard pour Melody Nelson, qu'ils estiment comme un des meilleurs disques. Les gens qui savent. Hein. Et L'homme à la tête de chou, peut-être. Mais il ne nous connaît pas, non. Alors, donc c'était un auteur, un poète, un musicien, impressionné par Chopin. Vous avez mis un petit portrait inspiré par la grande musique. C'était aussi un excellent rhéteur, on l'a dit. Au fil des interviews, au fil des années, il a quand même peaufiner, aiguiser son sens de la répartie. Il était drôle et bien avant, je sais pas, Joey Starr, Booba, il a inventé la punchline. Vous disiez tout à l'heure, il avait des punchlines incroyables. Et vous en avez fait une sorte de medley.
Ouais. Un a cappella aussi, un medley de punchline. Et en creux, il y a un portrait, alors je ne sais pas s'il est chinois, mais il y a un portrait qui se dessine de sa personnalité médiatique, peut-être sa personnalité tout court, je ne sais pas exactement ce qui est de l'un ou de l'autre. Mais c'est vous qui prenez en charge, parce qu'on dit ça, vous prenez en charge tel Serge. Alors Johan, c'est vous qui prenez en charge ce Serge-là. Oui. Et vous prenez en Serge-là. charge ce Serge. Je prends en charge ce Serge. Je suis ce Serge. Je suis ce Serge. Donc, alors, là, faut que vous prenez en charge ce Serge-là. Bravo, Johan. Béline. Et Yes. alors, le truc le plus dur, c'est Johan Gaziorowski, Non, c'est mais- parfait. Très bien. C'est Enfin, parfait, c'est enfin, bravo. Noam Morgenstern. Non, je peux vraiment Bravo. enquiller les difficultés. Et vos camarades, vous les journalistes. Et donc, c'est le deuxième extrait de Et Punchline. Serge Gainsbourg, vous êtes un romantique? Romantique. On ne peut pas être romantique à l'âge du Concorde. Oui, c'est vrai, vous chantez pas le ciel bleu, vous chantez pas les petits oiseaux. Non. Ça m'ennuie. Vous êtes snob. Sur les bords. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai horreur de la vulgarité, que j'habite dans le 16e et que je me fais les ongles. La chanson française, ça vous concerne? Je suis pas concerné, je suis consterné. Vous êtes comment avec Georges Brassens? Épisodique. Vous trouvez normal qu'une chanson le plus souvent bébête rapporte tant d'argent à l'auteur? Bon, c'est aussi normal que de s'enrichir dans le saucisson. Quelle est la première qualité que vous demandez à une femme? L'assiduité, Et le défaut que vous lui pardonnez le moins? la frigidité. Vous êtes célèbre? Je suis un mythe vivant, c'est quelques degrés au-dessus d'une star. Serge Gainsbourg, si ça avait mieux marché en cassant des cailloux, vous auriez cassé des cailloux? Bah bien sûr. la ouais, mauvaise- c'est une ça, mauvaise voilà, foi c'est la terrible. mauvaise Ça foi. dépend quel caillou. Des diamants, oui, oui. Qu'est-ce qui est beau et bref à la fois? La flamme qui jaillit de mon zippo. Certains diront opportuniste, d'autres magicien de la musique. Tu te situes de quel côté, toi? Terreur d'élite. Serge Gainsbourg, une question me brûle les lèvres. Oula, bah, attention, hein, mettez du... mettez quelque chose. Le sexe. No comment. Qu'est-ce que ça représente pour vous le succès de Poupée de cire, Poupée de son? 45 millions. Parlez-nous de votre relation avec Brigitte Bardot. Super baiseuse. On dit que vous refusez le côté message de la chanson. Pourquoi? Parce que j'estime que qui a un message à donner se fait éditorialiste. Vous pensez être très doué? Oui, T'aimerais bien te taper des travelots? j'ai déjà fait mon petit gars. T'as 15 métros de retard. Quel est votre personnage historique préféré? Le commandant du Titanic. Votre musicien favori? Mon cul. Qu'appréciez-vous le plus chez vos amis? La vitesse qui m'est à se tirer de chez moi. Votre couleur préférée? Cacadois. Votre occupation favorite? Écoutez pousser ma barbe. Quel est pour vous le comble de la misère? Manquer de papier cul. Votre principal trait de caractère? Le trait d'union. Votre principal défaut? Débandé pendant. Votre rêve de bonheur? Bandé après. Le don de la nature que vous aimeriez avoir? Faire caca sans odeur. Il paraît que Régine va remonter sur scène. Remonter comment? Avec une grue? Vous êtes égoïste? Oui, Cynique? certainement. Vous aimez choquer? Je suis un bélier. Vous avez besoin d'être aimé? Je veux pas qu'on m'aime. Mais je veux quand même. Je veux pas qu'on m'aime, mais je veux quand même. C'est presque un refrain. Dans ses interviews, il écrivait des poésies, en fait. C'était un peu scato aussi. Il y avait un côté cacaboudin. J'ai lu dans un papier dans Le Monde qui a été écrit à l'époque où il était encore là. La journaliste disait qu'il faisait du cacaboudisme. Ah tiens. Bah, il a écrit son roman, là, Ouais. Evgeny Sokolov. Sokolov, Mm. c'est Sur un- le paix, quoi. c'est un roman sur le paix. Bon, on va pas parler du paix. Il Alors, aimait je- le prout, Ah, quoi. bah si, c'était. Ah si, quelqu'un a fait ça très très bien au théâtre, justement. Oui, Jean-Quentin Châtelain, je crois. Oui, Ouais. c'était génial. de quoi? Il a fait un Ah, spectacle j'adore. sur son Tout seul. roman sur le Le paix. Evgeny Sokolov de Gainsbourg. Il était. C'était fou. Bon, alors Jean Birkin, on va bientôt finir cette émission en évoquant un autre point commun entre vous tous. Avec cette bande de Serge, vous avez en commun le théâtre, puisque vous avez été aussi actrice de théâtre. Vous avez joué notamment dans un Marivaux, mis en scène de Patrice Chéreau avec Didier Sandre.
Et vous gardez quel souvenir de cette expérience-là que vous avez Je peux avec faire eux parler de leurs trucs à eux. Oh bah, là, franchement, Bah non, si, moi. Posez-lui T'es bien des questions servi, sur son Jane. On a estime. été très bien servi là. Non, vous avez joué votre texte à vous. Vous avez joué un texte que vous avez écrit. Non plus. Vous voulez pas parler de votre Alors texte moi je peux Non, poser j'aime- des questions j'aime à poser Jane. des hein. questions. J'aime Alors- parler d'eux. Non mais moi j'aimerais bien poser des questions, peut-être parce que comme on se voit pas tous les jours, après vous allez retourner à l'île de Ré, je me disais. Non mais je me demandais si quelle était la chanson qui vous touchait le plus de Gainsbourg, la chanson que vous préfériez, que vous aimiez le plus chanter ou. Celui que j'aime le plus chanter, probablement, les deux sous chic ou Faire le bonheur. Les deux, mais on s'attrape quand même avec des tels... il y avait des tels messages dans les derniers 3 albums, en fait. Donc, quand je faisais avec le symphonique une chose entre autres, je voulais absolument le faire. Mais en même temps, c'était une gifle terrible. Par là, je veux dire, c'était une chose entre autres que tu ne sais pas. Tu as eu plus qu'un autre, le meilleur de moi. Est-ce ta faute? Peut-être pas. Les parcours sans faute n'existent pas. J'en ai vu d'autres. T'inquiète pour moi. Je me démerde avec ce que je n'ai pas. Je vais passer à autre chose. Tu crois que j'allais revenir sur tes pas, les miens, les nôtres. Mais ça va pas dans ta tête. Tu te prends pourquoi? C'est une telle vérité. C'est une telle justesse sur ce qu'on était l'un pour l'autre. Je ne pouvais pas résister non plus, curieusement, à le chanter, même si ça ne me mettait pas vraiment moi-même en valeur. Mais la beauté du texte, la vérité de l'affaire. Tout comme dans Fuir le bonheur, c'est le petit souris dans un coin d'alcôve. Tout d'un coup, de mettre cette créature dedans. C'est dans les... Non, c'est vraiment des beautés à chanter. C'est très... Non, j'étais gâtée. Et je sais pas, Et on moi, peut ce que j'adorais de lui, c'était les variations sur Marie-Lou. Oui. Je trouve ça, mais... Ah, mon Dieu! Plus érotique, on ne peut pas avoir. Ça me semble... C'est à Stéphane qui merveille. fait ça. Stéphane qui fait ça. Ouais, oui, Ouais. à merveille. Ouais. Moi, j'étais contente. Non, mais je sais pas, moi ça me pose plein de questions sur le. Enfin, quand on est, je sais pas, dans la vie intime avec un créateur comme ça, je me demandais aussi quel rapport vous aviez aussi avec ces chansons, si c'est des chansons que vous pouvez écouter chez vous. Non, 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 jamais. Voilà, vous les écoutez Non, pas. mais en même temps, c'était une grande frustration d'avoir été là à la naissance de Melody Nelson et encore plus pour L'homme à la tête de chou, quand c'était pas des succès du tout. Ouais. Mais du tout. Alors maintenant, les gens en parlent et encore L'homme à la tête de chou, pas assez. Mais maintenant, tout le monde reconnaît Melody. Mais ça semblait incroyable que les gens n'allaient pas en courant avec le toute finale mineur détourné aux attractions désastres. Je me suis dit, mais tout le monde va comprendre. On était en Angleterre. Mon frère est allé avec un simple pour l'embarquer dans le radio pirate du coin. Tellement ça semblait évident. Et ça a pris tellement longtemps. Et ce qui était vraiment charmant, c'est qu'il n'avait aucune amertume là-dessus. Il comprenait très bien qu'il y avait des chansons faciles. Il en faisait lui-même, parce que si Sex and Son, franchement... Et quand j'ai dit, oh là là, mais c'est une horreur. Moi, j'aime le côté B qui était pas hasard et pas rasé, je pense. Ouais. Il a dit, ah ben là, je suis sûr que de quel côté ça devrait être là. Ah, alors. Ouais. Parce que j'avais tellement mauvais goût sur ce qui allait marcher ou pas. Et c'est vrai qu'il était bon joueur là-dessus. Et puis pour Angleterre, il disait qu'il préférait d'être un prince dans son pays plutôt qu'un clochard dans un autre. Enfin, et aussi qu'il reconnaissait lui-même qu'il ne voulait pas être moins brillant en anglais. Il savait qu'il était brillant en français. Et en Angleterre, ça lui foutait un complexe en dessous de lui-même. Alors que les Américains, ça allait très bien parce qu'ils pouvaient parler musicien avec eux. Et ils n'étaient pas snobs. Et c'est vrai. C'est vrai. Alors Parce qu'en parfois, Angleterre, il fallait maîtriser la langue parfaitement. il le pensait, mais il parlait très bien. Mais après, quand je suis allée en Angleterre et on applaudissait tellement ces textes, et maintenant on comprend Melody Nelson, et maintenant on parle de tout ça, je me dis,
je regrette qu'il n'entend pas. Je regrette de... Mais bon, heureusement pour un homme aussi candide et timide. Heureusement pour lui, il savait qu'il était un succès avant de mourir. Parce qu'on aurait pu le rater. Il était toujours 10 ans en avance. On aurait pu pas comprendre. Et grâce aux armes, etc., eh bien, tout d'un coup, il était un grand vendeur. Il était disque de platine. Il était dans les victoires de musique. On l'applaudit. On a écrit sur sa maison. Il savait qu'avec Coluche, il était l'homme le plus aimé de la France. Enfin, le plus important. Le plus populaire. Et pour quelqu'un qui ne s'aimait pas et qui avait des tels doutes pour lui-même, ça, c'est une... Il aurait été charmé par vous. Hein. Alors là... Bon, merci 1000 fois. Merci au merveilleux Serge également. Merci. Alors Rebecca Marder, Stéphane Varupen, Johan Gazurowski, Noam Morgenstern, Sébastien Poudrou et Benjamin Laverne. Merci à vous. Merci. Jane Merci Verdier. beaucoup, Merci, Jane, beaucoup. Merci, Jane. de votre venue. Alors restez connectés, puisqu'on est connectés, pour découvrir le reportage de la première répétition de Sois belle et tais-toi, l'adaptation du documentaire Delphine Seyrig par François Gillard, présenté ce samedi dans le cadre du programme du Théâtre à la table avec vous, entre autres Rebecca. Mais maintenant, tout de suite, on vous écoute chanter la javanaise. Voilà, pour Avec terminer. plaisir. Merci beaucoup. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Françoise, tu diriges le théâtre à la table de cette semaine.
Et tu as choisi une adaptation du documentaire de Delphine Seyrig, Sois belle et tais-toi, qui a été tourné à la fin des années 70. Donc elle s'entretient avec une vingtaine d'actrices américaines et françaises sur leurs conditions de femmes et d'actrices. Alors est-ce que tu peux nous dire ce qui te lie à ce projet et pourquoi tu l'as choisi ? Alors je l'ai choisi parce que normalement à cette époque-ci on aurait dû être en tournée avec le spectacle de Pauline Bureau, Hors la loi, qui était un spectacle qui parlait donc de l'avortement et du combat des femmes qui ont pu changer finalement le cours de l'histoire. Et j'avais découvert grâce à un ami ce documentaire de Delphine Seyrig au moment où je travaillais sur Hors la loi et sur ce thème. Et quand j'ai vu ce documentaire, je me suis dit mais c'est incroyable, ces femmes, la parole de ces femmes à la fin des années 70 qui n'est pas tellement loin, comme finalement le procès Bobigny n'est pas tellement loin non plus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a encore beaucoup de choses qui résonnent à l'heure d'aujourd'hui. Et pour moi, ça m'est venu automatiquement que ces actrices, il fallait qu'on prenne leur parole en charge et la faire dire par des actrices d'aujourd'hui qui vont les incarner. Et donc ce désir est venu comme une continuité, puisqu'on ne peut pas partir en tournée, on espère le faire en janvier, mais comme la tournée était interrompue, pour moi c'était une continuité logique de continuer de passer d'Hors la loi à Sois belle et tais-toi. En plus, Delphine Seyrig, elle venait témoigner dans le procès Bobigny de Hors la loi. Et donc, quand Éric Ruff a fait cette proposition d'un travail à la table qui serait diffusé sur la web, j'ai tout de suite eu cette envie, parce que ça faisait un petit moment que ça trottait dans ma tête, où je me disais, il faudra faire quelque chose avec ça. Et puis je me suis dit, c'est le moment de le proposer. Et au niveau de la distribution, du fait que ce soit des actrices qui jouent des actrices, là on voit que dans la troupe, tu as pris des comédiennes de générations très différentes. Alors du coup, comment tu vas distribuer les rôles ? Comment ça va se passer ? Oui, alors dans le documentaire de Delphine Seyrig, elles sont 22 comédiennes qu'elle a interviewées. Donc il faut savoir que Delphine Seyrig, elle a pris sa petite caméra, c'était les premières petites caméras avec lesquelles on pouvait se déplacer, qui permettaient de faire du documentaire. Et elle est partie interviewer toutes ses copines en une année, 75 à 76, que ce soit des Canadiennes, des Américaines, des Anglaises, des Françaises, pour leur poser des questions sur leurs conditions d'actrices et automatiquement de femmes à l'époque où elles sont, à ce moment-là, qui est, je pense, une époque assez charnière. Et donc, d'abord, elle a interviewé des actrices de générations différentes. Et pour moi, c'était logique que du coup, il fallait aussi faire appel aux actrices de la troupe de toutes les générations. On a cette chance dans une troupe d'avoir des actrices d'âges différents, avec des parcours différents. Et pour moi, c'était logique que toutes les femmes soient représentées, qu'elles soient plus matures, plus jeunes. Voilà, c'était vraiment pour moi important, mais parce que Delphine Seyrig le fait dans le documentaire. Et donc, ce que tu me disais, c'est que toutes les femmes de la distribution dans la loi, beaucoup sont dans ta pièce, du coup. Oui, du coup, elles étaient libres, donc automatiquement, pour moi, c'était logique, parce qu'on s'entend très bien sur cette équipe de Hors la loi. C'était logique qu'elle continue le chemin avec Delphine Seyrig, et donc il y a Daniel Lebrun, il y a Coralie Zaonero et Claire de la rue du Camp, qui étaient aussi sur Hors la loi. Et puis, il y a toutes les autres actrices à qui j'ai pu faire appel. Et est-ce que tu peux nous parler de la mise en scène, du coup ? Comment ça va se passer, ces discussions, de dialogue, ou plutôt des entretiens ? Toi, tu vas jouer le rôle de Delphine Seyrig. Oui, moi je prends part. Ce qui est fou, c'est qu'on ne la voit pas, Delphine Seyrig, dans le documentaire, on l'entend. Et j'ai retrouvé un article où elle disait, c'est des mémoires qui ont été écrites sur elle, où elle disait que, en fait, elle pensait au début témoigner aussi dans ce documentaire, et puis elle s'est rendue compte que ça servait à rien, que la parole de toutes ces femmes suffisait. Et qu'elle voulait juste être celle qui permet la parole de jaillir et de s'exprimer. Je trouve ça très beau. Donc moi, en endossant Delphine Seyrig, très modestement, c'est pour pouvoir justement poser les questions qu'on n'entend pas forcément dans le documentaire, mais qui va nous permettre de rendre quelque chose de vivant. Parce qu'il faut savoir que dans le documentaire, elle les a interviewées toutes séparément. Et moi, je me suis dit, c'est un travail à la table. C'est un peu... finalement, le dîner idéal de Delphine Seyrig, où elle réunit autour de la table toutes ces femmes d'une génération et qui vont être là physiquement toutes.
Et donc comment ce que l'une va dire va faire écho sur l'autre, un peu ce qu'elle a fait dans son montage. Et ici, ça va se faire concrètement à la table, où tout d'un coup, elles vont en interaction les unes avec les autres. On a peu de temps, donc le gros du travail, c'était d'adapter déjà le documentaire en brochure de travail, c'est-à-dire à le remettre en texte, et à redistribuer aussi la parole de certaines actrices qui ne seront pas là, puisque je n'avais pas 22 comédiennes autour de la table, et de pouvoir finalement faire endosser à celles que j'ai gardées du documentaire la parole de leurs camarades de l'époque. Alors souvent je faisais « oh pardon » en me disant « mon Dieu, je prends la parole l'une pour la donner à l'autre », mais j'ai l'impression en y réfléchissant que c'est pas grave, puisque c'était une sorte de parole universelle, et que quelque part c'est surtout la parole et ce qu'elles abordent qui est important, et peut-être moins qui l'a dit, ou on pourrait penser que toutes ont dit chacune la parole de l'autre. Donc c'était possible de pouvoir faire ça. Et puis il fallait créer aussi du lien pour que ce soit quelque chose d'interactif. Elles sont toutes là. Donc ça change aussi la donne, et je pense que c'est assez plaisant d'imaginer qu'elles vont pouvoir converser toutes ensemble. Surtout qu'ici, elles vont toutes parler français, évidemment, alors que dans le documentaire, elles ne parlent pas, évidemment, toutes français. Il y en a qui parlent anglais. Il y a une Canadienne aussi, avec son accent canadien savoureux. Voilà, il fallait voir comment on pouvait intelligemment transposer tout ça, et surtout bien faire entendre la parole et bien aborder les thèmes qu'elles abordent dans le documentaire. Justement, toi, tu as incarné de nombreux rôles féministes, donc Gisèle Halimi, Antigone ou même Roxane. Des rôles de femmes indépendantes, libres, qui se battent pour leurs combats, leurs idées. Tu as même adapté l'événement d'Annie Ernaux sur l'avortement lors de Tansigoulis avec Denis Podalides. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi, le féminisme ? C'est curieux, souvent, pendant longtemps, j'avais l'impression que c'était un peu péjoratif. C'est-à-dire que j'avais une mauvaise image, ou en tout cas j'avais une fausse image des féministes. Pour moi, c'était des femmes qui n'aimaient pas les hommes et qui les critiquaient, qui étaient contre. Et en fait, je me suis rendu compte en abordant ces thèmes, donc c'est grâce à mon métier finalement que ça m'a ouvert sur qu'est-ce que c'était réellement le féminisme. Et je crois que le féminisme, c'est comment évoluer en tant que femme en bonne intelligence avec les hommes. Ça, c'est ma définition à moi du féminisme. Il n'y a pas à exclure les hommes. Alors ici, à un moment donné, j'avais pensé faire prendre la parole de toutes ces femmes par des hommes, pour tout d'un coup se dire, tiens, qu'est-ce que ça leur ferait de dire ces choses-là par rapport à ce que ces femmes ont pu ressentir, ou pourraient même encore ressentir aujourd'hui. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui doit se créer ensemble. Et pour reprendre simplement dans le dernier livre de Gisèle Halimi, qu'elle a signé avec Annick Cogent, qui est un bouquin formidable, elle parle que le féminisme, c'est un beau mot. Et que c'est un mot dont il faut être fier. Et puis c'est vrai, quand vous le dites, féminisme, c'est rond, c'est doux, il n'y a pas d'angle. Et puis moi, j'aime beaucoup ce mot qui, pour moi, l'accompagne, c'est la sororité. C'est-à-dire l'union qui peut se faire entre les femmes, l'entraide, plutôt que de se jalouser, ce qu'on a souvent appris. C'est comment on peut ensemble avancer, et en s'aidant, en échangeant. Et je pense que ces femmes, elles avaient déjà cette conscience-là à l'époque. D'ailleurs, il y en a une qui dit que pour les hommes, le mot « sœur » est un gros mot. Elle le dit dans le documentaire. Et moi, je me dis, mais non, sœur, sororité, c'est un mot magnifique. Et c'est en ça que ça me parle à cet endroit-là. Mais je ne fais pas partie d'un courant, je ne fais pas partie d'un groupe féministe. Mais si je trouve qu'à travers mon art, je peux justement contribuer à ouvrir des portes sur la condition de la femme en général, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir porter ça quand on est artiste. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu souhaites interroger ou dénoncer avec cette adaptation jouée aujourd'hui en 2020, soit 40 ans plus tard ? Qu'est-ce qui a changé ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, Dieu merci. Ça prouve qu'elles-mêmes, dans leur combat ou dans leur constat de l'époque, elles ont permis une évolution. Et donc ça, c'est magnifique parce que c'est jamais qu'une chaîne. On évolue grâce à celles qui nous ont précédées. J'espère que celles qui arriveront après seront aussi porteuses de ce qu'on aura pu changer. C'est vrai que le mouvement MeToo a beaucoup modifié des choses et les modifie très vite en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y a encore beaucoup de choses qui font écho. Et moi, ce que j'avais envie de faire entendre, c'est regarder, beaucoup de choses ont changé, et en même temps, c'est drôle qu'elles aient pu vivre des choses comme ça, qu'on n'accepterait plus aujourd'hui, ou qui ne se passeraient même plus.
Et en même temps, il y a encore des choses voilà, sur lesquelles il faut être vigilant et qu'on n'arrivera peut-être jamais à une égalité parfaite, mais en tout cas une bonne intelligence. C'est-à-dire que moi, dans l'avenir, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne se pose plus de questions sur le genre. Ah, c'est parce que tu es une femme, ah, c'est parce que tu es un homme. Non, tout ça devrait être naturel, on devrait même plus se poser la question sur le genre. Ça devrait être quelque chose qui doit être, voilà, qui est juste là. Et je pense que c'est ça. Et puis aussi, c'est une époque. C'est des femmes, elles sont toutes extrêmement belles, extrêmement élégantes. Elles ont une manière de s'exprimer, de parler. On sent qu'on a beaucoup changé aussi, nous, en tant qu'actrices. Et j'avais envie aussi de montrer ça. Aussi une évolution simplement des personnalités, même des physiques, même de la manière dont elles étaient en interview, dont elles parlaient d'elles, de leur physique. Et je trouve que c'est aussi beau de se remettre dans une époque, dans un contexte, ça aussi, c'est très riche. Et pour finir, si je reprends la question de Delphine Seyrig, et vous, Françoise Gillard, si vous aviez été un homme, est-ce que vous auriez fait ce métier d'actrice ? Oui. Mais souvent, je me dis que ça aurait été plus facile. C'est dommage, j'aimerais bien ne pas me dire ça. Mais je prends souvent conscience que si j'avais été un homme, ça aurait été plus facile. À plein de niveaux, que ce soit la vie professionnelle, privée, je pense que ça aurait été plus simple. Après, un homme vous dirait peut-être c'est pas vrai, mais je pense que j'aurais fait ce métier. Ouais. Merci beaucoup, Françoise, de mettre en lumière ces paroles-là de femmes et d'actrices. On a hâte de voir le résultat samedi soir à 20h30. Ben, j'espère qu'on va pouvoir le partager, partager ce moment, voilà, cette chose ensemble des femmes, parce que finalement, je pense qu'on se demande toujours ce que se disent les femmes autour d'une table. Ben là, peut-être que voilà, on va pouvoir un peu répondre à ces questions, et c'est beau aussi des femmes autour d'une table qui discutent entre elles. Oui, ça c'est bien vrai. Il y a les comédiennes qui vont pas tarder à arriver là pour la répétition. Du coup, n'oubliez pas de rester avec nous parce qu'on va vous offrir les 15 premières minutes de répétition. Et on se revoit samedi pour le résultat. Ah oui. Merci beaucoup, Françoise. Merci. Salut Françoise. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Contente de te voir. Bienvenue. Coucou Françoise. Ça va et toi? Ouais, très bien. Ça va? Ça va? Vous allez bien? Bonjour, ça va? Ah oui, moi aussi. C'est du papa. C'est ce qu'il est mis dans le Je disais hier des vaches Mais c'est toi qui étais là. C'est quoi? En fait, j'étais inquiète. Quelle heure elle est là? Oui, non, pour le moment, en fait, tant qu'on n'aura pas les photos et tout ça, je les laisse spontanément se mettre où elle veut. Tu vois, et après, on réaménagera ça. Déjà, merci à vous toutes d'être là. Excusez-moi, je remets mon masque. Moi, je l'ai vu quand même. Comment? Ouais, mais c'est super que tu as pu le voir. Oui, c'est vachement intéressant. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on soit ensemble. Parce que une par une, c'est très bien, mais c'est pas montrable. Non, c'est-à-dire que ça aurait été compliqué de vous remettre, C'est pour ça que voilà, c'est ce qu'on a fait sur la brochure, c'est d'imaginer que vous allez être toutes ensemble. Donc déjà, merci déjà d'être toutes là. C'est super beau d'avoir une table avec des filles et puis des belles actrices comme vous. Il manque un mec. Il y a Pierre, il y a Pierre quand même, il y a Pierre, notre régisseur général qui est avec nous. Donc voilà, parce que... Et puis Rebecca n'est pas là, mais elle nous rejoindra tout à l'heure. Tu le voyais pas, hein? Ben non, il se cache. Il fait discret parce que... Voilà. Déjà, je vous remercie toutes d'avoir pu regarder le documentaire par rapport à hier. Merci d'avoir pu trouver le temps de le faire. Vous allez découvrir la brochure puisqu'enfin vous avez le texte et vous allez voir du coup le travail qu'on a fait sur l'adaptation par rapport au documentaire. Et c'est ce que tu dis bien, Daniel, c'est que maintenant ce que moi je voulais, c'est comme si Delphine Seyrig, elle avait fait
l'apéro de ses rêves, c'est-à-dire qu'elle avait réuni toutes ces femmes qui sont des amies et qu'elle elle les a mis autour de la table et que ces femmes, elles vont rebondir les unes sur les autres, elles vont réagir par rapport à ce que l'une dit. Donc on a essayé d'écrire avec Laurence et Léa, que je remercie encore vraiment beaucoup de m'avoir accompagnée dans la création de cette brochure qui n'existait pas, mis du liant pour que ça puisse exister entre vous, que ce soit quelque chose de vivant. Donc cette lecture, il faudra vraiment que ce soit quelque chose de vivant et pas de figé. Par contre, ce que j'ai bien demandé, que la caméra, quand vous prendrez la parole, sera sur vous. Ce sera votre moment à vous, et puis tout ça va circuler. Il faut vraiment que vous sentiez à l'aise. C'est pour ça que j'ai demandé des carafes, parce qu'on va pouvoir avoir des verres si vous voulez boire. Il y aura des cigarettes, des fausses parce qu'on ne peut pas utiliser des vraies. Et il y a quelque chose qui va arriver tout à l'heure qu'on n'avait pas ce matin, mais qui va arriver. J'ai demandé des différents supports, des fauteuils, mais qui ne font pas vous mettre comme ça au bord de la table, je vous rassure. Mais je voudrais que vous choisissiez la chose sur laquelle vous êtes assise. On n'a pas vraiment le temps de faire vraiment un grand travail en profondeur. Mais je me dis déjà, si vous pouvez choisir sur quoi vous êtes assise, parce que comme vous voyez, elles sont toutes assises dans des canapés, je ne sais pas. Et je pense que par rapport à... Vous aurez instinctivement peut-être envie de choisir par rapport à la femme que vous allez incarner, un support sur lequel elle est assise, qui va aussi vous donner peut-être une manière d'être assise autour de cette table. Tu peux avoir un lit ? On y a pensé, mais c'était compliqué. Voilà, vous allez pouvoir choisir aussi, dans le temps qui nous est donné et les conditions qui nous ont donné, quelque chose qui va pouvoir quand même vous apporter, voilà, quelque chose. Et bien sûr, vous pourrez fumer, vous pourrez boire. Il ne faut pas que vous vous sentiez figé. Évidemment, on écoute celle qui parle, mais je veux pas que vous vous sentiez figé. Et parfois, j'ai mis, elles réagissent toutes. Mais rien n'empêche qu'à un moment donné, à un autre moment, vous ayez envie de réagir toutes. Ce que j'ai aussi tout supprimé, c'est les quand elle répète plusieurs fois un mot, parce que je me suis dit que vous pourriez, par rapport à la brochure qu'on a là, le faire absolument librement. Si parfois vous vous sentez de dire plusieurs fois un mot, de dire ou de réfléchir, si ça vous semble logique par rapport à ce que vous allez incarner, faites-le. Mais on ne voulait pas vous l'imposer en recopiant textuellement c'est-à-dire que je pense que, voilà. Mais sentez-vous libre, que ça puisse venir dans la lecture. On peut faire à son rythme, quoi. Exactement. Prenez votre temps, vous verrez, ça paraît pas long. Mais vous avez le temps, quand vous avez la parole, vous avez le temps d'exprimer comme elles le font. C'est leur moment, elles le prennent. Et ce que j'ai demandé hier aussi, que je vous redis, c'est si vous voyez des choses dans leur manière de parler ou de se tenir, si vous pouvez leur piquer 2-3 petites choses de leur manière de bouger leurs mains, ou voilà, si vous avez le temps de pouvoir prendre ça, sans que ça vous semble artificiel ou plaqué, parce qu'on n'a pas le temps vraiment. Mais prenez-leur des choses dans le documentaire, n'hésitez pas à le regarder, et prenez-leur des choses qui vous semblent, que vous avez envie de leur prendre, que ce soit dans une attitude physique ou dans une manière de parler. Par rapport aux accents, on va voir, il n'y a aucune obligation, si on sent que ce n'est pas intéressant, on les enlèvera. Ce que j'aimais bien dans l'idée que Jane Fonda garde son accent et Lucie, c'est juste pour montrer qu'elles viennent aussi d'ailleurs, voilà, qu'elles ne sont pas toutes françaises. Mais on n'a pas le temps de faire un truc en profondeur qui vous mettrait mal à l'aise ou qui serait superficiel. Donc si on sent qu'on l'enlève et on reste vraiment sur la parole là. Moi, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est qu'on lise, parce que vous allez découvrir la brochure. Rebecca n'est pas là, mais Laurence va lire la partie des Rebecca. Et peut-être que tout à l'heure, on refera une lecture avec Rebecca avant que Claude s'en aille. Mais si ça vous va, ça vous dit qu'en fait, on fasse une première lecture comme ça, pour que vous voyez un peu, et que nous aussi, on entende si ça fonctionne, ce qu'on a... À chaque fois, il y aura le nom de la... Alors, non, j'ai demandé à Clément qu'en fait, la première fois que chaque actrice va prendre la parole pour la première fois, il y ait le nom de l'actrice qu'elle incarne qui s'inscrit en dessous. Mais il ne reviendra pas systématiquement comme dans un documentaire de Stéphane Bern. Non, je critique feras pas. Un tour de table, par exemple, avant Non, après, je suis en train de réfléchir comment je vais introduire, parce qu'évidemment, nous, on connaît le film, mais moi, comment je vais introduire
le fait que Delphine Seyrig ait envie de faire ça. Je montrerai peut-être les photos des actrices qu'on a gardées. Mais par contre, il y a le nom de l'actrice qui se mettra entre vous. Mais ça, pour le moment, je dois encore y réfléchir à quelle va être l'introduction à notre lecture. Mais au départ, vous serez tout autour de la table. En fait, ce que je veux, c'est que vous ne bougiez pas. Enfin, qu'il n'y ait pas de mouvement, je pars, je reviens. Vous êtes autour de la table et puis on en discutera au fur et à mesure. Voilà. Parce qu'il y a une première partie, il y aura une deuxième partie, mais je vous en parlerai plus tard. J'ai demandé qu'on soit en noir et blanc sur toute cette partie-là. Parce que d'abord, le documentaire, il l'est. Et puis, je trouve que ça nous renvoie aussi à une époque. Et puis, c'est très beau, l'image en noir et blanc. Ah oui. Je trouve que c'est vraiment beau. On a rarement encore l'occasion de voir des choses en noir et blanc. Je trouve que le noir et blanc, ça donne vraiment, je sais pas, ça donne une densité au visage, quelque chose que je trouve très beau. Et comme je vous disais, et après on va passer à la lecture, si vous pouvez aussi, c'est vrai que tu n'étais pas là Clotilde hier, voir la manière dont est habillée l'actrice que vous allez incarner, si vous pouvez avoir, parce qu'elles sont extrêmement féminines, c'est très féminin ce qu'elles portent, si vous pouvez avoir une tenue qui s'approcherait, on serait sur du noir et blanc, donc, mais même il peut y avoir de la couleur et tout, qui se rapprocherait de ce qu'elle porte, elle, mais en simplicité. Hein. Il y en a une, elle a un chemisier, si vous avez un chemisier, ça me va. Et si jamais vous avez des problèmes, parlez-nous-en vite, comme ça, parlez-nous en vite. Oui, hein, j'avais pas fait une faute de diction. Comme ça, on ira voir ensemble à la Régie des costumes, si, voilà. Les répliques de Delphine, c'est off. C'est moi. C'est off. C'est-à-dire que moi, j'ai pas demandé qu'on me foute la caméra tout le temps sur moi quand je pose des questions. Même. Oui, mais ça balayera. C'est-à-dire que, comme elle, on ne la voit pas, je veux pas non plus être une présence. Je suis là parce que voilà, on est autour de la table, entre femmes, et puis on va discuter entre nous. Voilà, la parole doit être libre. La présence de chacune des femmes doit rassurer l'autre pour ce qu'elle a exprimé, comme elles se sont livrées avec Delphine Seyrig. Et comme c'est toutes des femmes de la même époque, elles n'ont pas le même âge, mais elles sont d'une génération à ce moment-là, elles travaillent à ce moment-là, elles sont actrices à ce moment-là. Voilà, et donc pour revenir au costume, voilà, moi je veux que vous soyez dans des choses féminines dans lesquelles vous êtes bien. Je parlais du col roulé de... Ça peut être vraiment beau. Et puis ce jour-là, on verra aussi que vous soyez coiffés, évidemment pas sophistiqués, mais un peu coiffés, un peu... Parce que vous êtes toutes très belles aussi. Et donc, forcément, j'ai aussi envie... On peut avoir quelqu'un ? On peut avoir quelqu'un? Oui, je pense qu'on peut avoir quelqu'un. On peut poser la question. Non, ce serait bien d'anticiper parce que ça va aider. On pourra poser la question. Je ne sais pas comment vous avez fait sur les autres travail à la table, si c'est vous qui vous êtes débrouillée toute seule. Il n'y avait rien. La carte, on avait quelqu'un. Si, juste la fin du monde. Juste la fin. Mais on peut peut-être demander pour celles qui en auraient besoin. Pour que... Voilà, on peut peut-être essayer de voir en amont. Mais ce sera simple, hein, mais c'est que vous vous sentiez élégante. Et voilà. Je pense que vous pouvez, mais vous pouvez le faire vous-même. C'est-à-dire juste mettre un petit peu de fard, un petit peu de... Voilà, pour pas briller, mais voilà, pour que cette féminité qui est très présente dans le documentaire, on puisse nous aussi la restituer... Voilà, parce que on sent que c'était une époque où on se coiffait pas pareil, on se maquillait pas pareil, on s'habillait pas pareil que maintenant. Et donc, je voudrais qu'on puisse ressentir ça, mais sans que ce soit plaqué, que ce soit vraiment quelque chose qui vous soit naturel. Peut-être pas Jane Fonda, mais... Oh non, Marie Dubois, elle est... Jane Fonda, t'as l'impression qu'elle est en train de jouer un rôle. Ouais, elles sont quand même, tu vois, elles sont quand même, mais même Ella Bernstein, tu vois, ton personnage, elle est comme, tu sens c'est une belle femme, elle a mis un chemisier. Oui, mais elle n'a pas une coiffure. Non, mais voilà, la manière dont ses cheveux sont coupés, c'est une femme élégante, tu vois, c'est des femmes, tu sens qu'elles avaient une certaine, tu vois, quand tu les vois, elles sont quand même, que ce soit Millie Perkins ou Mallory Millette-Jones, elles ont leurs boucles comme ça, tu vois, elles sont... Tu vois, elle est quand même... elle est simple, hein, tu vois. Elle pourrait très bien... ce que tu portes là, ça pourrait très bien être ça. Parce que tu vois, elle a une espèce de chemisier un peu ouvert. Mais regardez dans le documentaire et puis voyez ce qui pourrait... Moi, je veux que vous vous sentez bien, surtout. Voilà. Sinon, vous avez des questions avant qu'on commence comme ça à découvrir ensemble le texte? Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi j'ai l'impression qu'elle est en train de tourner un film. Et que tu sais, ça a une pause mais qu'elle est habillée ou coiffée pour quelque chose qui est pas elle en fait.
Est-ce que... Ah, Jane Fonda Oui, Jane Fonda, j'ai l'impression qu'elle est dans sa chambre d'hôtel, moi. Oui. Parce qu'à un moment, elle se couche sur son lit. C'est ça, mais c'est une chambre, elle est sûrement en train de tourner comme si elle revenait du tournage, qu'elle a Peut-être. encore une coiffure, parce que la coiffure Ça, est vous pouvez particulière. vous inventer ce que vous voulez par rapport à ce que vous renvoie l'image de votre actrice. Vraiment, elle fait oui, oui. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte, room service, on ne sait pas. On l'a coupé, ça, hein, évidemment. On a coupé toutes ces choses-là, puisqu'on n'est plus dans le contexte où elles sont toutes. Ici, on est toutes aujourd'hui là, autour de la table. Et donc, mais évidemment, toi, tu peux très bien t'imaginer que tu es arrivé d'un tournage et que tu... Parce que ça, c'est par rapport aux signes dont tu parles. Oui. Est-ce que je peux... Tu peux imaginer qu'est-ce que ce serait que ce signe Oui. Sur répétition sur le plateau. Évidemment. Et en costume déjà d'autres choses. Vous pouvez tout à fait vous imaginer... ça, je préfère vous... J'ai pas envie de vous imposer quoi que ce soit par rapport à ça. Et que vous le preniez vraiment en charge librement, cette envie de voir qu'est-ce qui peut se prendre dans une attitude physique ou deux, et dans ce que vous pouvez imaginer d'elle. Mais j'ai pas envie de vous l'imposer, on n'a pas le temps, on serait sur un vrai grand travail, alors là on pourrait s'imaginer plein de choses, mais là évidemment il faut qu'on aille sur quelque chose de rapide, donc de rapide et en même temps... Ça va pas? Non. Je lui demandais si c'était assez gros. Tu sais, oui, j'ai essayé que vous ayez des gros caractères pour que vous vous sentiez. J'espère que ça sera suffisant. Oui, c'était aussi pour que vous ne mettiez pas vos lunettes. T'as pas de lunettes. J'ai vu que tu n'en avais pas dans la gare. Claude, je crois que tu n'es pas obligé de mettre des lunettes, toi. Hein. Non, il n'y a personne qui est obligé de mettre des lunettes. Moi, si je vois pas bien, je suis obligée. Mais là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Si pas, on te fera une brochure plus grosse, hein, si tu préfères. Hein. Tu nous diras. Ouais, voilà, je te dirai si jamais ouais. je prendrai peut-être. Ah oui. Voilà, pour que tu te sentes libre. Parce que j'ai pas de verre de contact en fait. Mais je comprends, mais je comprends très bien. De temps en temps. Ouais. Mais c'est pour que tu n'en aies pas dans le film. Mais si vraiment tu sens que tu en as besoin, on va pas te... Tu vois, ça reste quand même une lecture, donc il faut que vous voyez quand même ce que vous lisez. Eh ben, on se lance.